Je cherche trop, je cherche trop. Je cherche, je trouve. Du machine learning et des données. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on entend le plus souvent machine learning ou apprentissage automatique en français. Il y a deux façons d'apprendre. Celle qui vient des savoirs que l'on nous transmet, c'est l'approche symbolique, et celle qui vient de l'expérience que l'on acquiert, c'est l'approche numérique. Eh bien, l'apprentissage automatique se base sur l'approche numérique, celle de l'expérience. Le principe, c'est qu'on ne va pas dire à l'ordinateur exactement quoi faire. Non, on va le programmer pour qu'il apprenne à partir d'exemples en se basant sur des approches statistiques. Apprendre à apprendre. Je vais reprendre l'exemple de David Loapre, chercheur et vulgarisateur scientifique, pour vous expliquer. Imaginons que vous soyez un botaniste. Vous vous promenez en forêt. Vous faites des observations. Vous relevez la hauteur et le diamètre des arbres et vous consignez le tout dans un tableau de données. Une fois rentré chez vous, vous tracez un graphique avec le diamètre en abscisse et la hauteur en ordonnée. Et vous placez vos données dessus. Assez rapidement, vous vous rendez compte que les deux sont liés et qu'en faisant passer, dans ce cas, une droite par les points, cela vous permettra par la suite de prédire la hauteur d'un arbre à partir de son diamètre. Le machine learning fonctionne de la même manière. Vous fournissez au calcul des données en entrée, des données de sortie. Vous l'entraînez de manière à ce qu'il trouve la relation entre les deux, la fameuse droite, en ajustant les paramètres de son calcul. C'est ce qu'on appelle la généralisation. Et une fois que cette phase d'apprentissage est faite, on peut faire des prédictions, c'est-à-dire produire une réponse correcte sur des données similaires mais sur lesquelles le programme n'a pas été entraîné. Et c'est ça le but de l'apprentissage automatique, être capable de faire des prédictions. Et des prédictions qui ne sont pas forcément prévisibles. Et comment elles apprennent ces machines ? Alors en fait, il y a plusieurs techniques d'apprentissage. On va juste parler des deux principales. L'apprentissage supervisé, c'est l'exemple du botaniste qu'on vient de voir. Il y a d'abord une phase d'entraînement, où l'algorithme est nourri par des données étiquetées par des humains, c'est pour ça qu'on dit supervisé. Et ensuite une phase de prédiction, où l'algorithme va donner une réponse sur une donnée qu'il n'a jamais vue. Cela sert à faire des extrapolations de valeurs, mais ça sert aussi à différencier des chats des chiens, par exemple. Et il y a l'apprentissage par renforcement, où l'algorithme apprend en étant plongé dans un environnement et où il va ajuster ses paramètres en fonction de la réaction positive ou négative qui suit chacune de ses actions. Un peu comme un enfant qui apprend à faire du vélo, qui tombe et qui se relève, qui tombe et qui se relève. C'est un algorithme principalement utilisé pour des robots ou des agents autonomes et qui marche aussi très bien dans des mondes virtuels ou dans des situations spécifiques. Donc, parfait pour le jeu de Go, mais moins pour la conduite autonome. Imaginez s'il faut qu'une voiture se crache des milliers de fois avant qu'une machine apprenne à la conduire. À chaque appli, son algo. Et moi, j'ai entendu parler du deep learning. C'est quoi exactement ? Réseau de neurones. Le deep learning est une méthode d'apprentissage machine qui s'appuie sur des réseaux de neurones artificiels. Les réseaux de neurones artificiels proposent une méthode de calcul qui s'inspire du cerveau. Les neurones biologiques sont des cellules connectées les unes aux autres. Pour dire les choses très simplement, quand un neurone reçoit un signal, il peut soit ne rien envoyer, soit renvoyer un signal à son tour. Les neurones artificiels sont des constructions mathématiques qui imitent grossièrement le fonctionnement des vrais neurones. Chaque neurone combine ses entrées et fournit une sortie. Pour faire des fonctions compliquées, on peut associer plein de neurones, c'est ça qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Cette méthode n'est pas nouvelle. En fait, elle date des années 50, mais elle réclame une puissance de calcul et une masse de données considérable. Au milieu des années 2000, avec l'augmentation des capacités des processeurs et la masse de données rendue disponible par Internet, tout change. Et on a pu passer au stade profond. Les neurones sont disposés en couches successives. Les résultats de la première couche de neurones vont servir d'entrée au calcul des autres. Et ainsi de suite. Plus il y a de couches, plus le réseau est profond. C'est pour ça qu'on dit apprentissage par réseau de neurones profonds, deep learning. Prenons un exemple sur la reconnaissance d'images. Comment le réseau de neurones est-il capable d'apprendre seul à reconnaître une image de chat alors qu'il ne voit que des pixels ? À partir des milliers de photos de chats qu'on lui a fournies, étiquetées comme chat,
il va être capable d'ajuster les paramètres de son calcul pour extraire des caractéristiques qui déterminent, en quelque sorte, ce qu'est un chat. Et une fois que le programme a acquis la notion de ce qu'est un chat, eh bien, il peut faire de la prédiction sur une image nouvelle pour lui. Alors, c'est sûr qu'au départ, le réseau se trompera beaucoup, vraiment beaucoup. Mais le modèle va se construire par ajustement, par petites touches comme ça, successives. Et à force de confronter ses résultats et d'ajuster son calcul, il devient capable de repérer un chat dans une image qu'il n'a jamais vue. Exactement, c'est statistique. Comme nous l'explique Mark Schoner, directeur de recherche à INRIA, il ne s'agit plus de programmer quelque chose pour obtenir un résultat exact, mais plutôt de trouver des modèles, même imprécis, à partir de données. D'où l'importance des données. On peut avoir le meilleur algo du monde. Si les données sont mauvaises, peu nombreuses ou mal qualifiées, les résultats le seront aussi. L'enjeu des données. Exemple, si on entraîne un algorithme à reconnaître des moutons dans une image, en ne lui proposant que des moutons blancs, il ne pourra pas reconnaître des moutons noirs. Il faut que les données soient variées et suffisamment nombreuses, sans quoi il n'y a pas de généralisation possible. Il faut aussi des données bien qualifiées. Pour bien entraîner une IA à reconnaître des moutons dans une image, il faut non seulement beaucoup de photos de moutons, mais il faut aussi qu'elles soient bien annotées. C'est-à-dire dans ce cas, que le mouton soit encadré et qu'il soit précisé que le cadre corresponde à un mouton. Et comme on l'a vu, cela concerne des milliers d'images qui doivent être annotées à la main pour que l'IA puisse apprendre correctement et faire ensuite de bonnes prédictions à partir d'images qui ne seront plus annotées. Une tâche longue et pénible, on s'en doute, mais très importante, car de mauvaises annotations entraînent de mauvaises prédictions. Parfois, nous annotons des données sans même nous en rendre compte. Vous savez, pour certains CAPTCHA, où il faut repérer les cases qui comportent des voitures, eh bien, vous êtes en train d'annoter une image ou de vérifier qu'elle a été correctement annotée, et pas forcément en train de prouver que vous êtes un humain. D'ailleurs, il y a toute une partie de travail invisible effectuée par des humains qui sont payés quelques euros par jour à cliquer sur des centaines d'images. Vous avez entendu parler du Mechanical Turk d'Amazon ? Oui, je suis allé voir le site. Effectivement, les tarifs sont dérisoires. Les travailleurs du clic. Et les données elles-mêmes, elles viennent d'où? Alors les données peuvent être collectées automatiquement via des capteurs comme les télescopes, des caméras de surveillance, des microphones, des capteurs mesurant la qualité de l'air. Mais elles peuvent être aussi produites par les utilisateurs, notamment via les requêtes soumises aux moteurs de recherche, les publications et commentaires sur les réseaux sociaux, les objets connectés, les achats qui passent par une carte de crédit. C'est un échange de services gratuits entre nous et les grands groupes. C'est ça, ouais. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui. En fait, oui, c'est vrai, les données sont aux mains des grands groupes privés, américains ou chinois principalement, ce qui pose des problèmes d'indépendance. Aujourd'hui, en Chine, un système de notes sociales a été mis en place pour évaluer le comportement des citoyens. On collecte principalement des données via les caméras de surveillance, les réseaux sociaux, et une IA attribue une note qui permet ou pas d'accéder aux services publics. Cette masse de données dope par la même occasion les startups, car qui possède la donnée a le pouvoir de faire tourner les modèles et les améliorer. D'où l'importance du RGPD pour encadrer toutes ces pratiques, histoire que les États européens et leurs citoyens aient un peu plus la maîtrise de leurs données personnelles. Et les big data, ça consomme un max en plus, non? Alors, les données sont stockées dans des data centers, le cloud. C'est pas un nuage, c'est des pizza box, des tours entières de serveurs qui chauffent et qu'il faut réfrigérer avec de l'air conditionné. Et les algos, quand ils ont le niveau de l'IA, ils ont besoin de capacités de calcul exceptionnelles, donc des supercalculateurs qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers de processeurs dans d'immenses bâtiments. Donc oui, ça consomme énormément. Et c'est un risque pour tout le système. À nous d'être vigilants sur le rapport coût-efficacité des intelligences artificielles. Elles peuvent être de formidables outils qui nous rendent énormément de services, mais aussi des applis qui nous poussent un petit peu à consommer ou à nous fliquer. Donc, comme toute technologie, cela dépend de l'usage que l'on en fait. À nous de leur donner du sens.